Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review, la review de l'épisode 7 de la saison 2 de Doctor Who, Wishworld, ou en VF, le monde du souhait. L'épisode est écrit par RTD et vous êtes ici dans une review, ce qui veut dire que je tourne ça juste après avoir vu l'épisode, donc c'est normal si c'est un peu brouillon et surtout, ça va spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir avant, il est notamment disponible sur Disney+. J'ai trouvé l'épisode très cool. Ce qui est super intéressant, c'est que d'habitude, le premier épisode dans le double final, il répond à certaines questions, notamment en général en révélant l'ennemi du double final et en concluant les fils rouges. Là, cet épisode le fait pas, puisque The Interstellar Song Contest l'a déjà fait. Le fil rouge, c'était Mrs. Flood, et on a appris qui c'était dans l'épisode avant. Donc au lieu de répondre aux questions, cet épisode ne fait qu'en soulever, et c'est génial. Mais comme d'habitude, commençons par les personnages, et notamment par Ruby, qu'on retrouve encore une fois dans cette saison. Je trouve ça super intéressant le fait qu'elle doute plus que les autres, puisque inconsciemment, elle a déjà vécu 2025 et elle sait que c'est pas comme ça, de par l'épisode de la saison 1 où le docteur n'était plus là. D'ailleurs, c'est horrible que ce soit encore une fois elle, toute seule, sans le docteur, qui doit essayer de gérer et de comprendre la situation, et encore une fois, elle est abandonnée par sa famille. Pauvre Ruby. Le docteur et Belinda. Alors je les regroupe puisque dans cet épisode, c'est une famille. Alors d'abord Belinda, super intéressant de voir enfin sa famille, hein, nous en parle depuis le début. Sinon, elle aussi, elle doute, elle comprend que le monde est pas normal comme il est, mais il y a quand même quelque chose de super intéressant, c'est sa fin. À la fin, quand tout est en train d'être détruit, Belinda est poussée du threshold, qui veut dire le seuil en français, donc j'imagine que c'est comme ça qu'il a été traduit, je ne sais pas. C'est l'espèce de porte qu'il y a dans leur vaisseau squelette que le docteur et Belinda avaient passé à l'aller. Là, elle est poussée à l'extérieur par les sbires de l'Arani et elle disparaît. Ce qui est très étrange parce que l'Arani dit que le vaisseau est un point fixe et qu'il sera pas affecté par la destruction du monde. Donc j'imagine qu'en la poussant du seuil, elle est affectée par ça. Sauf que elle disparaît, contrairement à Ruby, Mel et toutes les autres, qui eux ne disparaissent pas. Ils voient juste le monde être détruit. Donc elle a un sort différent, je ne sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû. Et j'ai hâte de voir dans la suite de quoi il en retourne. Beaucoup aimé que le docteur s'appelle John Smith, évidemment, hein, c'est son nom à chaque fois. Tellement bien que je commence à croire que c'est son vrai nom au bout d'un moment. Du coup, le docteur et Belinda semblent être arrivés dans ce Wishworld quand le TARDIS s'est posé le 24 mai, ce qui soulève beaucoup de questions, mais on y revient juste après. Par contre, ils ont une fille, Poppy. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc Poppy, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Captain Poppy de l'épisode Space Babies, le tout premier épisode de la saison 1 avec Ruby. Épisode dans lequel il y avait des bébés dans l'espace, très loin de nous, dans un futur lointain. Qu'est-ce qu'elle fait sur Terre? Parce qu'a priori, de ce que j'ai compris du Wishworld, c'est ceux qui étaient sur Terre le 24 mai qui se retrouvent dans ce Wishworld. Mais que fait Poppy ici? Et pourquoi elle est pas un autre membre des Space Babies? Pourquoi elle est là en tant que fille du docteur? Elle est pas juste là dans le Wishworld, elle est là en tant que fille du docteur et de Belinda. Pourquoi elle était aussi dans The Story and the Engine, épisode qui n'a globalement rien à voir avec celui-là? Et enfin, pourquoi la dernière phrase de l'épisode, c'est le docteur qui crie à l'Arani qu'il a une fille, que Poppy est réelle, et qu'elle doit savoir ce que ça veut dire. En mode, le fait que Poppy soit là, c'est un problème par rapport au plan de l'Arani. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez quand je vous dis que l'épisode soulève plus de questions qu'il n'en répond. Sinon, The Unholy Trinity, donc les ennemis de cet épisode. On connaît enfin le troisième membre, Desiderium, le dieu des souhaits. Alors je suis un peu mitigé là-dessus, parce que du coup c'est un dieu du Panthéon, il fait même le giggle, donc le fait qu'il ait le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait, même de là à créer le monde des souhaits grâce au boost de l'Arani, ça je suis complètement ok, y a aucun problème. Mais en fait d'habitude quand on voit un dieu du Panthéon, c'est un être tout puissant qui ne répond de rien et qui n'a besoin de personne. Là, il est plutôt utilisé en fait comme une arme par l'Arani. Donc à la fois ça décrédibilise un petit peu les dieux, mais en même temps bon c'est un bébé, peut-être qu'il est pas encore, peut-être qu'il va grandir. Et en même temps j'aime bien le fait que, bah voilà, maintenant depuis que le docteur dans White Blue Yonder a jeté du sel, les règles de l'univers ont changé, il y a des choses surnaturelles qui sont rentrées, enfin plus que d'habitude, et donc bah, c'est normal que l'Arani, qui est pourtant une scientifique, bah, utilise ces nouvelles choses à son profit. Donc c'est pour ça que je suis mitigé, mais au final c'est pas si dérangeant. Sinon Conrad, bon, toujours aussi détestable, hein, c'est lui qui a fait le vœu que le monde soit comme ça, c'est comme ça qu'il aimerait son monde parfait, donc un monde sexiste, homophobe, où on pose pas de questions, et surtout pour l'instant, l'épisode lui donne raison sur le fait que bah, le docteur lui avait dit qu'il n'était rien et qu'il mourra en étant rien, et là bon bah c'est devenu un dieu. Donc j'espère que la chute va être longue. Mrs. Flood est toujours autant géniale, j'aime bien qu'on la voit encore pas mal, et surtout qu'elle soit enfin la méchante qu'elle est, parce que avant quand on la voyait, on avait des doutes quand même. Là elle a limite l'air plus méchante que la Rani, la nouvelle, plus cruelle, notamment quand elle vient chercher Belinda, incroyable. Et du coup parlons de la Rani, sa musique, son thème est fou, vraiment, j'adore. À chaque fois qu'elle apparaît, c'est incroyable. Son tournevis sonique, j'espère qu'ils vont le commercialiser. Et sinon du coup maintenant que je suis un spécialiste de la Rani, puisque j'ai vu les épisodes des classiques où elle est dedans, est-ce qu'ils ont bien fait le personnage? Ben je trouve qu'elle a un petit côté maître sur certains trucs, notamment quand elle met la musique, elle se met à danser, qu'elle raconte une vieille anecdote avec le docteur. Tout ça c'est quelque chose que le maître, ou Missy en l'occurrence, aurait pu faire, et c'était pas trop le style de la Rani dans les classiques. En revanche, elle a bien son côté scientifique, son côté elle veut pas vraiment le mal pour le mal, elle fait quelque chose dans un but précis scientifique, et surtout même si elle utilise un dieu du Panthéon, ben elle a quand même dû booster son énergie
l'énergie en créant quelque chose. Donc pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré la Rani. Hâte de voir ce qu'il en retourne dans la suite, surtout avec celui qui arrive. Ça peut être phénoménal. Sinon, on raque quelques autres persos. Donc on a par exemple Suzanne Triad qui est là. Je sais pas vraiment si elle aura une plus grande importance ou si c'est juste pour le fun, mais c'est toujours cool. Sinon, Kate Stewart dans ce monde-là, c'est génial. Ça change vraiment. Et enfin, Mel, c'est cool parce que du coup, elle est là, puisque dans Lucky Day, elle n'était pas là. Donc là, c'est bon, elle va pouvoir aider peut-être. J'ai bien aimé voir que Mel a beaucoup de tasses cassées. Et vu qu'il est dit dans l'épisode que les tasses se cassent quand un doute est émis, ça sous-entend que Mel a énormément douté, ce qui m'étonne pas, et ce qui fait vraiment plaisir. Et surtout, j'espère qu'elle va revoir la Rani, puisque elle était dans les épisodes classiques de la Rani. Dans le deuxième épisode de la Rani, il y a Mel. Donc j'ai hâte de voir le retrouvaille. Ok, sinon, j'ai un peu du mal du coup avec la timeline de cette saison. Je vous dis ce que j'ai compris de la timeline, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc pour moi, le tout début de l'histoire, c'est les apparitions de Mrs. Flood dans les épisodes, à part Lucky Day, jusqu'à The Interstellar Song Contest, où elle se régénère. Juste après ça, du coup, elle a les données du Vindicator. Elle va donc chercher Conrad dans Lucky Day, juste après que le docteur soit venu voir Conrad et qu'il lui ait parlé de Belinda. Donc juste après Lucky Day, le docteur va chercher Belinda. Ils s'en vont ensemble pendant que la Rani crée Wishworld. Et du coup là, ils peuvent plus revenir. Donc il y a toute la saison qui se passe, jusqu'à arriver à The Interstellar Song Contest, où ils ont les données du Vindicator et où ils peuvent revenir le 24 mai, et donc arriver au moment où Wishworld est créé. C'est la seule façon que ça fasse sens à mon avis, c'est qu'en fait Mrs. Flood, donc la Rani, est légèrement décalée par rapport au docteur dans chaque épisode, par rapport à la timeline. C'est pas clair peut-être. Bon, globalement c'est Doctor Who, c'est timey-wimey, et tout se passe pas dans le bon ordre en fait dans cette saison. Mais vu qu'on suit la timeline du docteur seulement, elle se déroule dans le bon ordre à part pour Lucky Day à la fin, bah ça fait que pour nous, la Rani fait des trucs chelous. Sinon j'aime beaucoup le montage de l'épisode, notamment le fait qu'il y ait une petite musique chill d'ascenseur un petit peu tout le long, sauf quand quelqu'un doute, là d'un coup tout est coupé net et tout le monde le regarde, ou quand il y a une annonce de Conrad, pareil, musique coupée et Conrad dit quelque chose assez dramatique sur le docteur, ou quand il y a un flashback. Alors quand je dis flashback, c'est les 2-3 screens qu'il y a pour rappeler un épisode d'avant, parce que les personnes doutent justement et se rappellent un petit peu. D'ailleurs ces flashbacks sont utilisés aussi quand un ennemi revient des classiques par exemple, comme là c'est utilisé pour la Rani, et ça j'avais dit que j'aimais beaucoup parce que du coup ça montrait aux nouveaux spectateurs que c'est un ennemi qu'on a déjà vu, mais dans cet épisode le flashback est surutilisé, mais ça sert un autre propos, ça sert le fait de les persos se souviennent en fait. Sinon on en parle du moment de Table Don't Do That, donc le moment où dans la télé apparaît Suzanne. Voilà, elle apparaît un petit peu, on ne sait pas pourquoi, elle ne dit rien, après ça coupe, plus Suzanne. Donc là on se dit, ok, bizarre, peut-être qu'elle va réapparaître plus tard dans l'épisode, mais non, en fait quelques secondes après, Rogue apparaît. Là j'étais à la fois très content parce que ça veut dire que le perso est pas abandonné et c'est très cool parce que j'adore Rogue, et à la fois complètement perdu parce que qu'est-ce qu'il fait là? C'est un peu comme Captain Poppy. On arrive à un point où l'apparition de Suzanne dans la télé fait plus de sens que la présence de Poppy et de Rogue. Non, parce que Rogue aux dernières nouvelles est dans une dimension au hasard perdue dans tout les dimensions. Donc là, il faudrait que Rogue puisse contacter de sa dimension la dimension de Wishworld. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il contacte certes le docteur, mais en plus il sait ce qu'il faut faire, puisqu'il lui dit « Table, don't do that ». Comment il est au courant de ce qui se passe? C'est très étrange, j'ai l'impression que ça, on n'aura pas de réponse dans cette saison. Je commence à croire que Suzanne non plus ne va pas réapparaître dans cette saison, et que tout ça, c'est pour la saison d'après. Je suis vraiment intrigué. Bon, et maintenant parlons de la fin incroyable. Donc tout le Wishworld, c'est pour créer des doutes, pour fracturer la réalité, pour pouvoir retrouver The One Who is Lost, donc celui qui est perdu, qui est en fait révélé être Omega. Et là, je suis si heureux. Si vous avez vu mes dernières théories avant le final, vous savez que j'avais pas parié sur Omega, mais je pense que je préfère que ce soit Omega. Si vous vous rappelez de l'époque de la saison 1, pour moi, The One Who Waits, donc l'ennemi de la saison 1 qui est en fait Sutekh, j'étais persuadé avant le reveal que c'était Omega. Donc quand Sutekh est apparu, j'étais content, mais j'étais un peu deg que ce soit pas Omega. Donc là, enfin, il est de retour. Là, je suis heureux. Omega, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais un rapide résumé. Il est apparu dans 2 épisodes des classiques, un que j'ai vu, un que j'ai pas encore vu parce qu'il est bien plus tard. Moi, celui que j'ai vu, c'est l'épisode des 10 ans de Doctor Who, donc l'épisode qui s'appelle The Three Doctors, les 3 docteurs donc, où dedans, les 3 premiers docteurs doivent s'allier pour battre Omega. Omega, c'est un des pères fondateurs des Time Lords. Là, dans l'épisode, il est même dit que c'est le premier Time Lord. Bon, ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore The Timeless Child, Tecteun et tout ça. Donc, je pense qu'ils vont expliquer maintenant le nouveau lore. Ils ont juste à dire que Omega était pote avec Tecteun, hein, c'est vraiment pas compliqué. Mais, ce qui est super important, c'est que Omega n'est pas juste un Time Lord normal. En fait, c'est déjà un scientifique de fou. Je vous avais dit que la Rani était peut-être la scientifique la plus intelligente des Time Lords. Bah, s'il devait y en avoir un au-dessus, ça serait Omega. Il est littéralement l'inventeur du voyage temporel chez les Time Lords. En fait, c'est même pour ça qu'il est perdu. Pour inventer le voyage temporel, il fallait faire exploser des soleils, globalement. Ce qui a créé l'œil d'harmonie, qui est maintenant utilisé comme source d'énergie pour les TARDIS. Sauf qu'en faisant exploser ces soleils, il s'est retrouvé dans un trou noir et dans une dimension d'antimatière, qui fait qu'il ne pouvait pas du tout sortir d'ici. Tout son corps a disparu, il ne reste plus que son esprit. Du coup, il est dans une sorte d'armure. Et bah, son
rêve c'est juste de revenir quoi, parce que du coup les Time Lords eux l'ont pris pour mort, donc ils ont jamais essayé de l'aider. Donc lui ils se sont trahis par les Time Lords et veut se venger en plus. Enfin peut-être que ses plans ont changé, mais ça on en reparle à la fin. D'abord finissons-en avec l'épisode. Le moment où le docteur se souvient qu'il est le docteur, il y a tous les docteurs, c'est incroyable. La musique de l'épisode en termes généraux est vraiment folle. La phrase finale sur le fait que Poppy est réel machin, ça me rend toujours aussi fou. Et du coup ma grande question c'est que devient la Terre à la fin? Parce que moi de ce que j'avais compris de l'épisode c'était qu'on était dans une sorte de fausse réalité. Du coup quand à la fin la Terre est détruite là, avec les fractures de réalité, ça va faire revenir la Terre normale. Mais en plus il y aura Omega. Sauf que nous on sait à travers la saison que le 24 mai la Terre a été détruite. Donc est-ce que c'est la fausse Terre réalité qui a été détruite à ce moment-là? Ou est-ce que c'est la vraie Terre et que ça sera dans le prochain épisode que Omega va détruire la vraie Terre genre? Tout est très compliqué là, j'espère qu'on aura des réponses dans le prochain épisode. Parce que là, à ce niveau-là, je ne sais pas si Wishworld était une réalité différente ou s'ils ont juste reskin la Terre, ils ont juste changé la Terre, la vraie. Du coup pour conclure, avant de parler du prochainement, cet épisode m'a beaucoup fait penser, évidemment, comme beaucoup de gens je pense, à la trilogie des moines de la 10e saison de Doctor Who. Ceux qui savent, les autres je vais pas vous spoiler, je vous conseille fortement l'épisode, enfin les 3 épisodes du coup. Le côté joyeux, musique un petit peu chill d'ascenseur, là ça fait beaucoup penser à WandaVision aussi, qui est aussi une très bonne série, qui est aussi sur Disney+, donc n'hésitez pas. Et puis ce final où le docteur se rappelle de l'Aranie, il y a le reveal d'Omega, la Terre qui est détruite, c'est incroyable. Je trouve que le plan de l'Aranie est très compliqué et nécessite énormément d'efforts, et que la raison de ce plan le mérite, parce qu'Omega est quand même coincé dans une autre réalité d'antimatière où il ne peut pas sortir. Parce qu'en gros le truc c'est que s'il sort, la réalité est détruite puisqu'elle n'existe que pour lui, donc il meurt, donc il peut pas sortir. Parlons maintenant du prochainement, donc si vous voulez vraiment rien savoir, n'hésitez pas à quitter la vidéo ici, sachant que j'ai pas vraiment vu le prochainement en détail, hein, je l'ai juste vu passer vite fait. Oui parce que du coup il était pas à la fin de l'épisode, il est que sur internet, donc je l'ai vu passer sur internet, il y a une phrase qui a retenu mon attention mais j'ai pas vraiment regardé parce que je voulais me spoiler le moins possible. Déjà sachez que The Reality War, donc le prochain épisode, le dernier de la saison, est super long, genre 1h06 ou un truc comme ça. Il fait plus d'1 heure, ce qui est une très bonne chose vu tout ce qu'il y a à faire. Donc le prochain épisode est super long et surtout, visiblement le plan de l'Aranie, ça a l'air d'être de ramener Omega pour refaire Gallifrey, puisqu'on le sait Gallifrey est actuellement détruite. Alors en réalité Gallifrey n'est pas détruite mais tous les Time Lords oui, le maître a tué tous les Time Lords en fait, mais Gallifrey la planète est toujours intacte en tout cas je crois. Remarque depuis il y a eu le flux donc ça se trouve elle y est plus, mais bref, les seuls Time Lords en vie sont le docteur, l'Aranie, le maître sous forme de dents c'est un peu tricky, Suzanne peut-être, ça on sait pas trop, Rassilon peut-être, alors Rassilon c'est l'ancien président de Gallifrey, c'est un méchant Time Lord, et globalement il a été exilé avant que Gallifrey soit détruit donc peut-être qu'il est toujours là, et du coup Omega qui était dans une autre dimension donc chill. Ce que j'attends de ce nouvel épisode ça serait que Omega ne soit pas vraiment battu à la fin de l'épisode en fait. En gros que leur plan de faire revenir Gallifrey marche, et par revenir Gallifrey j'entends faire revenir aussi les Time Lords. Parce que dans les classiques, les Time Lords existaient. Il y avait Gallifrey, le docteur pouvait aller sur Gallifrey, les Time Lords pouvaient appeler le docteur s'ils avaient besoin d'aide dessous. Depuis les New Who, depuis la guerre du temps, il y a plus ce côté-là dans Doctor Who. Et même dans les 50 ans, quand ils ont fait revenir Gallifrey, Gallifrey était perdu, puis à un moment ils l'ont retrouvé, ils ont réussi à retourner dessus, mais ça a duré 1 ou 2 épisodes avant que finalement on la voit plus pendant des saisons et qu'elle soit redétruite. Donc il n'y a jamais vraiment eu ce côté-là. Et j'aimerais beaucoup que maintenant ça soit le cas pour la prochaine ère. Et donc peut-être que Omega sera battu, mais que Gallifrey sera ressuscité. Ou alors que Gallifrey soit ressuscité, que Omega et l'Aranie règnent dessus pour les futures saisons. Et que ça soit du coup des nouveaux ennemis. En tout cas, Omega ne peut pas apparaître sans drop du lore. C'est un des Time Lords les plus importants. C'est un des créateurs de la société Time Lord. Du coup, avec les nouveaux trucs qu'on a appris, théoriquement, il est au courant pour le Timeless Child. Il sait des choses, des grosses choses, des choses très importantes. Donc je pense qu'il va devoir dire des trucs dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Elle est sortie un peu plus en retard. C'est parce que j'étais pas là du week-end. Ne vous inquiétez pas, pour le prochain épisode, je suis là, donc elle sortira bien plus tôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, à vous abonner, liker, partager, ça aide beaucoup la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!